Encore une décision partagée pour William Gomis. Malheureusement, cette fois-ci, il se trouve du mauvais côté et il goûte à sa toute première défaite sous la bannière de l'UFC. On a potentiellement un prochain combat intéressant pour Fares Ziam aussi, suite à cette soirée, et un très chouette nouveau contender pour Pantoja. On discute de tout ça juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Pour résumer mon avis sur le combat de William Gomis, comme tout le monde, je voyais un 29-28. Maintenant, de quel côté? Pas comme tout le monde, je voyais ça pour William Gomis. Ceci étant dit, Haider Hamil est peut-être plus méritant. Ça fait bizarre de le dire, je vois un 29-28 Gomis, mais Haider Hamil est plus méritant dans ce qu'il a montré dans le combat, on va dire ça comme ça. Il est venu bien préparé, il y est clairement allé au mental, il est allé au charbon dans ce combat. Stratégiquement, il a pris le risque de surprendre, et je dis surprendre parce que quand on fait l'analyse de Haider Hamil, et je l'avais dit, c'est un gaucher. Alors certes, de temps en temps, il passait en droitier, mais on l'avait jamais vu, à ma connaissance en tout cas, aborder un combat complètement en droitier. Donc là, il prend un risque. Il prend le risque, pas parce qu'il surprend. Le fait de surprendre, ça peut être un avantage pour lui stratégiquement. On s'imagine que William Gomis s'était préparé à un combat en garde fermée, gaucher contre gaucher, et qu'il a peut-être été un peu pris de court au début en voyant son adversaire venir en droitier. Mais c'était un risque parce que ça signifiait que il laissait Gomis dans la dynamique habituelle de Gomis. Alors, ils sont tous les deux habitués à la garde ouverte, étant tous les deux gauchers. Mais ils sont habitués à la garde ouverte en gaucher. Donc le fait que Haider Hamil vienne en droitier, ça peut représenter un risque, même si lui, il avait anticipé. Mais ça signifiait qu'il laissait Gomis dans ses habitudes, on va dire. Et finalement, ça a très bien fonctionné pour lui. Alors on va faire simple par rapport à la décision. Premier round, Gomis easy. Il gagne au volume et à la percussion. Il prend les deux. Il a touché plus. Il a touché plus fort, notamment avec le coup le plus significatif, selon moi, du combat, son coup de coude retourné, qu'il l'a tenté plusieurs fois par la suite. Et franchement, c'était rapide, propre, bien exécuté. Donc là, sur le premier round, indiscutable. Et je pense que l'élément qu'on peut sortir de ce premier round, comme on a pu le sortir dans d'autres combats récents, j'ai pas les exemples, mais ce premier round illustre que Gomis est plus compétent, meilleur techniquement. Et c'est ça qui est chouette en MMA. Alors je sais, c'est ça qui est chouette, c'est pas que Gomis perde, mais c'est pas la première fois qu'on le voit cette année en MMA. Être plus compétent ne signifie pas que tu vas gagner le combat. Il y a d'autres éléments qui rentrent dans l'équation, notamment le mental, cette pression, le cardio, la caisse, et ces éléments ont fait la différence dans ce combat. Pour le scoring, le troisième est facile à scorer aussi. Ça va pour Haider Hamil. Il profite, je vais dire ça comme ça, il profite de son investissement des deux premiers rounds, celui d'avoir épuisé Gomis. Il s'est épuisé lui-même, il s'est fatigué lui-même, mais il était plus performant dans la fatigue. Donc il est allé au charbon et il a gagné le troisième round dans la fatigue. Il y avait une fatigue des deux côtés, mais c'est vraiment Haider qui proposait les meilleures choses dans ce troisième round, que ce soit dans l'attitude, mais aussi dans le schéma offensif en pied-point. Ce qui pose problème dans la décision, ce qui fait pencher d'un côté ou de l'autre, c'est ce deuxième round. Donc le deuxième round, il est vraiment chaud à scorer. Je pense que le nombre de frappes est assez semblable. Je suis pas sur UFC Stats là, mais j'imagine qu'il n'y a pas une grosse différence en termes de nombre de frappes qui ont touché pour l'un et pour l'autre. Mon sentiment, c'est que les frappes les plus percutantes sont du côté de Gomis au début du deuxième round. Alors potentiellement que c'est quelque chose qu'on oublie parce que on regarde le combat, on a une certaine mémoire et ce qui se passe sur la fin du round va avoir plus d'impact sur notre feeling, sur notre ressenti à la fin du round. Il faut pas oublier ce qui s'est passé au début du round et les juges ne peuvent pas mettre plus de poids sur la fin d'un round que sur le début du round. C'est vraiment ce qui a été produit dans l'ensemble. Je trouve que le début du deuxième round, il y a quand même un large avantage qui est pris par William Gomis avec des frappes qui touchent très clean et qui sont assez percutantes. Maintenant, le défaut de Gomis, dont j'avais parlé dans l'analyse, c'est qu'il n'est pas
assez convaincant dans sa prise de round. Et cette fois-ci, ça s'est retourné contre lui. C'était vraiment mon inquiétude à l'entrée de ce combat et à l'entrée de chaque combat de Gomis. J'avais dit, sur ces 4 combats à l'UFC, il a eu 3 décisions. Sur les 3 décisions, on est sur une majoritaire et 2 décisions partagées. Ce qui signifie qu'il est jamais convaincant sur les 3 rounds, ou il est même jamais convaincant sur 2 rounds sur les 3 pour prendre une décision. Et un jour, ça allait se retourner contre lui. Ce jour est arrivé cette nuit. C'est bizarre de dire. Ce jour est arrivé cette nuit. Donc ici, je pense que ce qui s'est passé, et ça peut être problématique, hein, c'est si on isole toutes les frappes qui ont été envoyées dans le round numéro 2, si on les isole et qu'on les regarde juste comme ça, ok, celle-là elle a touché, celle-là elle a touché comme ça, celle-là elle a touché plus fort, celle-là. Je pense que quasi tout le monde donnerait le round à Gomis avec cette vision-là. Ce qui signifie que le critère numéro 1, qui est l'unique critère qu'on regarde pour distinguer qui gagne ou qui gagne pas, à moins que ce soit égalité évidemment. Si on regarde ce critère 1 de grappling and striking efficiency, et ici on n'est que dans le département du striking parce qu'il y a une petite amenée au sol tout à la fin, mais il n'y a pas de schéma offensif derrière, donc entre guillemets, elle ne compte pour quasi rien, voire rien du tout, à moins qu'on estime que cette amenée au sol a provoqué de la fatigue chez Gomis et du coup c'est légèrement impactant. Selon moi, cette séquence ne doit pas scorer. Si on regarde donc toutes les frappes, on doit distinguer le striking efficiency et pour moi, ça penche du côté de Gomis sous cet angle-là. Le fait que Haider soit toujours en train d'avancer, le fait que ce soit lui qui soit directeur du ring, qui soit le plus agressif, qui soit le plus à la recherche de l'action, ça rentre pas dans ce critère numéro 1. Et tu peux pas le regarder si tu estimes qu'il y a une distinction qui se fait sur ce critère numéro 1. Ceci étant dit, je pense que le fait d'être toujours sur le reculoir et d'avoir un adversaire qui est toujours en train d'avancer, ça peut malheureusement avoir son influence sur l'évaluation des juges de l'impact que la dynamique du combat peut avoir. Donc, si on voit ça, on se dit, OK, l'autre est en train de fatiguer. Et récemment, on ne parle plus de dégâts, on parle d'impact. Ça a été renommé. Les juges ont renommé dégâts par impact pour qu'on puisse inclure aussi toute la phase grappling, notamment dans le scoring. Mais il n'y a pas que, voilà, je le touche, ça le coupe, qui va faire un dégât. Si je le touche et je sens que l'autre fatigue, c'est impactant. Et donc, sous cet angle-là, on peut se dire que les juges ont vu dans ce deuxième round qu'on a un Gomis qui commence à fatiguer. C'est potentiellement dû à la pression active de Haider, ce qui signifie que sa pression lui permet d'aller faire des touches efficientes en pied-point, qui provoque une fatigue chez Gomis, qui du coup est impactant et qui du coup rentre dans ce premier critère. Et sous cet angle-là, je peux être complètement ouvert, même plus qu'ouvert, à l'argument de Haider prend ce deuxième round parce que ça fait partie du coup du package, on va dire. Donc tout ça pour venir à ma conclusion. J'avais 29-28 pour Gomis et je reste dessus même avec l'argumentaire que je viens de faire pour Haider, mais je comprends totalement qu'on donne le deuxième round à Haider Hamil. Conclusion, c'est pas du tout un scandale. Conclusion, c'est pas du tout un vol. C'est juste un combat serré. Et comme à chaque combat serré et compétitif, il y en a un qui va gagner, un qui va perdre. Ça va probablement être une split et c'est certainement pas un vol ou un scandale. Il a des conclusions à tirer, évidemment. Il fait un combat OK, mais encore une fois, il n'est pas assez entreprenant, il n'est pas assez maître du combat, il n'est pas assez convaincant dans sa prise de risque. Donc, les leçons qu'on a déjà tirées sur cette dernière victoire, il doit absolument les tirer sur cette défaite-ci. Souvent, les défaites font un peu plus réagir par rapport aux victoires. Donc ça, on peut l'espérer. Et moi, il y a un autre élément qui m'a fait énormément peur dans ce combat. Ce qui me rassurait, c'est que j'ai l'impression que Haider Hamil ne fait jamais de yoga et n'est pas capable de lever sa jambe à la tête, ni même au corps. Mais William Gomis, son dernier combat et celui-ci, je trouve que donc son avant-dernier combat et celui-ci, il a une fâcheuse tendance à beaucoup pencher sa tête vers sa gauche, de manière rapide, sans toujours regarder l'action. Et je pense qu'un jour, il va se manger un sale high kick ou un sale genou s'il travaille pas sur cette tendance. Donc voilà, pour moi, il y a deux éléments ici à travailler suite à ce combat. Pour la suite, justement, je pense que c'est intéressant pour lui de reconstruire son jeu. Il doit retravailler un peu son style. Je pense qu'il est très très fort sur le reculoir. Par conséquent, il est trop à l'aise sur le reculoir. Par conséquent, il accepte trop facilement de se remettre sur le reculoir. Et malgré que
ces 3 victoires à l'UFC à la décision n'ont pas été convaincantes aux yeux des juges, il a continué à rester un peu sur ce siège confortable, j'ai envie de dire. C'est pas un manque de respect quand je dis ça. C'est juste que il a continué à prendre ce risque. C'est ça la réalité. Il n'a pas été convaincant. Il a gagné des splits et des majoritaires. Et il est rentré dans un 5e combat à l'UFC sans vraiment changer son approche du MMA. Il était toujours OK de se remettre sur le pied arrière parce qu'il a délivré du très très bon travail sur ce premier round dans cette dynamique-là. Et il n'a pas cherché en fait, je peux me permettre de le dire parce que je l'avais dit dans ma preview. Ça faisait partie des clés de victoire pour moi. Il n'avait pas un jeu qui cherchait à récupérer le centre, à se donner de l'espace et à travailler à partir du centre de temps en temps. Il a, je pense, à plus de 90% dans ce combat, travaillé de l'extérieur. Et je peux aussi me le permettre de le dire parce que je l'avais dit dans la preview, il n'a pas cherché à être plus convaincant avec plus de volume. Ah, quoique. J'avais dit que une des améliorations dans son jeu, c'était potentiellement de chercher à être plus impactant dans ses frappes ou à travailler avec plus de volume. Ici, il a battu son record de frappes envoyées. À mon avis, c'est dû à la pression que Haider Hamil a imposée. Il était obligé de frapper autant. Et j'ai l'impression qu'il cherchait à frapper dur. Et par contre, là, c'est ça qui l'a grillé aussi. Dans le premier round et dans le deuxième round, j'ai vraiment l'impression qu'il frappait plus fort que ce qu'il devait. De temps en temps, il faut frapper. En plus, lui, sa force, c'est sa vitesse. Donc, le fait d'être rapide, ça lui permet de bien toucher ses adversaires et ça peut permettre de les surprendre. J'ai l'impression que quand tu veux mettre de la force dans ta frappe, ça te ralentit. Et là, c'était le cas de Gomis. Je pense qu'il y a pas mal de frappes qu'il a envoyées avec une puissance à 100%, qui sont passées à côté parce qu'il y avait ce degré puissance qui a ralenti sa frappe et qui a permis à Haider de passer à côté ou de défendre. Et donc là, c'était peut-être c'est peut-être quelque chose à analyser, peut-être continuer à travailler sur sa vitesse, mais plutôt augmenter le volume que la puissance de frappe parce que j'ai pas l'impression qu'il a ce KO power naturel. Et j'ai pas l'impression que ce soit possible de le bosser. Par contre, bosser son volume avec une vitesse, avec une belle précision et peut-être quelques feintes qui permettraient de toucher sans que l'adversaire ne voit la frappe venir. Et ça, c'est létal aussi. Ça permettrait d'obtenir des KO. Donc voilà, en gros, je pense qu'il y a vraiment des questions à se poser sur son approche, sur son style de manière générale pour pouvoir reconstruire son jeu. Et je pense que c'est intéressant pour lui aussi de revenir dans un combat contre un style un peu similaire que celui de Haider Hamil, c'est-à-dire quelqu'un qui va à l'action, qui va lui offrir un combat, qui va le forcer à délivrer du jeu. Et qui va du coup le forcer à travailler sur ses défauts, à ne pas toujours être sur le pied arrière, à ne pas toujours être sur l'extérieur, à vouloir prendre le centre, à vouloir être un moment maître du rythme du combat, maître de la direction du combat. Et donc j'ai pensé à Billy Quarantillo. Je pense que ce serait un bon combat de retour pour William Gomis. Du côté de Haider, j'aimerais le voir contre Landwehr. Je pense que ce serait un fight of the night, tout simplement. Ça peut être cool. Au niveau du ranking, ça peut faire sens. Ok, on va parler brièvement du reste de la carte après avoir remercié notre sponsor Unibet.fr. J'aimerais prendre un court moment pour remercier notre sponsor principal Unibet.fr. C'est grâce à nos sponsors que nous pouvons produire ce contenu et le mettre gratuitement à votre disposition en enlevant les ads sur les différentes plateformes. Unibet.fr est le site qui vous offre les meilleures cotes sur les combats de MMA. Au vu des dangers des jeux d'argent, on vous invite à vous inscrire uniquement si c'est avec une approche ludique et récréative. Budgétez et voyez ça comme une opportunité de vous renseigner davantage sur le sport qui vous passionne. Obtenez un free bet allant jusqu'à 100 € en passant par notre lien en description lors de votre inscription. J'ai commencé par ça, je l'avais dit, ça n'avait absolument aucun sens. Aucun sens d'avoir Brundage contre Marquez en co-main event, alors qu'on avait Akparas contre Ribovics plus bas dans la carte. Et voilà, Brundage contre Marquez, encore une fois, ça plaît au public américain. On avait l'impression d'être dans un saloon. Ouais, c'est ça, dans un saloon avec une bagarre de bistrot. Ouais, ça fait plaisir de temps en temps, certes. Il y a un KO à la fin, un TKO à la fin. Comparativement à ce que Akparas et Ribovics nous ont offert, c'est le jour et la nuit, selon moi. Alors, les deux peuvent avoir une définition de divertissant ou excitant, mais clairement, du côté de Ribovics contre Akparas, c'était du MMA de haut niveau. Et encore une fois, pas pour manquer de respect, mais du côté de Brundage contre Marquez, c'était de la bagarre peut-être de haut niveau, si tu compares à ce qui peut se passer en soirée quand les gens sont bourrés, mais par rapport au niveau MMA qu'on doit produire à l'UFC, c'était pas du bon niveau. Akparas contre Ribovics, c'était du bon niveau, c'était chouette à regarder, c'était dans l'action, c'était engagé. Ils se sont mis à distance de bras tendus, ils ont tous les deux envoyé du haut volume, ils ont varié l'intensité de leur frappe, de temps en temps ça accélérait, il y avait un bon rythme sur ce combat. Franchement, c'était propre à kiffer, je vais dire ça comme ça, c'était un combat qui était propre à kiffer, 2 fois d'affilée que Ribovics est dans un banger de combat, Akparas qui continue à
a montré qu'il a passé un coin dans sa carrière. Akparas, c'était toujours le gars, il est arrivé à l'UFC, on disait ouais, profil pas mal. Et puis il a montré ses limites sur pas mal de ses combats. Sa limite, c'était mec, tu vas pas rentrer dans le top 15. Et là, depuis, il est sur une série de 5 victoires. On sent il s'est posé les bonnes questions. Il a remis, il a remis sa motivation au centre de son entraînement, je pense. Et il progresse. Il progresse. Ça, c'est important pour lui. C'est intéressant. Je pense que sur le classement Fight Minds, j'ai vu passer sur Discord qu'il rentrait dans le top 15 avec cette victoire. Je pense qu'à l'UFC, il sera soit avec le 15 à côté de son nom, soit aux frontières du top 15. Et on a vu un Fares Ziam qui a tweeté pendant le combat avec l'emoji avec les yeux de côté. Comme quoi, il regardait, il était potentiellement intéressé. Et honnêtement, Akparas contre Fares Ziam, c'est un combat qui me plaît. D'un point de vue style, d'un point de vue stratégique, je pense que ça peut être un combat qui sera un Fight of the Night sur une carte. Ils sont tous les deux à 5-0. Enfin, ils sont tous les deux sur 5 victoires consécutives. Donc ça a du sens sur le narratif de leur carrière. Ça a du sens, parce qu'on peut aussi parler du principe que Ziam a failli sauter de l'UFC, et depuis qu'il a failli sauter de l'UFC, il est sur ses 5 victoires d'affilée. Akparas, il était dans le ventre mou avec un palmarès en denti, et puis maintenant il est sur 5 victoires consécutives. Il y a vraiment un narratif. Les 5 victoires d'un côté comme de l'autre sont moyennement comparables. On va dire qu'il n'y en a pas un qui a pris une adversité beaucoup plus élevée que l'autre. Ils sont tous les deux aux frontières du top 15. Franchement, ce combat fait sens et il m'intéresse vraiment, vraiment, vraiment. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et si on pouvait avoir... je pense que de la carte de la semaine passée, on a déjà 3 combattants qui ont une annonce qui ont été faites. Donc, on a Jean Silva contre Bryce Mitchell, on a Costa contre Rodriguez, et je pense qu'il y a un 3e qui a gagné la semaine passée, qui vient d'être annoncé genre hier ou avant-hier. Et donc, pourquoi pas avoir Akparas annoncé contre Ziam dans le courant de la semaine. Ce serait cool, ce serait cool. Main event. Qu'est-ce qui s'est passé dans le main event? Franchement, Cap, ça fait 2 performances de dingue de suite. Et celle-ci particulièrement me donne envie de le voir contre Pantoja. Il a une bonne pression mesurée. Ok, il surengage de temps en temps, mais ça reste sur des bons moments. Il a de très belles accélérations, un striking qui est vraiment au point. Il est rapide, il est très rapide. Sur sa défense ici, il a défendu 6 amenés au sol. Il a défendu des singles, réactives et proactives. Il a défendu une double leg. Il a défendu une entrée en gréco. On voyait qu'il avait une volonté de désengager directement et de pas rester au clinch, sauf au 3e round où il sentait qu'il avait touché Almabayev, où il a accepté de rester un peu avec Almabayev sur une single pour pouvoir placer des coups de coude. Donc il y avait une approche assez intelligente sur l'aspect de défense de lutte. Et on sent qu'il peut surprendre. On sent que certains de ces coups de genoux qui viennent de loin, si ça touche bien, ça peut éteindre des lumières. Il a déjà prouvé d'ailleurs. Donc, pour moi, Pantoja, il a besoin d'un nouveau nom. Ici, on a un Cap qui nous fait des belles victoires, qui a un style intéressant, qui vient de nous prouver justement d'un point de vue analyse de combat qu'il peut avoir des éléments challenging pour Pantoja. Et si je dis pas de bêtises, on sait que Pantoja contre Kai Kara France, ça fait longtemps que c'est en rumeur. J'ai pas l'impression que ça a été officialisé. Mais d'ailleurs, j'ai peut-être aller vérifier ça avant de dire des bêtises. Alexandre Pantoja, Tapologie. On va voir si sur Tapologie c'est mis en rumeur ou si c'est officiel ou s'il y a rien du tout. Il y a rien du tout. Il y a encore rien d'officiel. Kai Kara France, il en est où? On va regarder si d'un point de vue donc Kai Kara France. Je connais pas par cœur où est-ce qu'il en est. Je sais qu'il a il a eu sa split contre Albazi et puis il a une très belle performance contre Steve Herseg. Est-ce que ça mérite un title shot par-dessus Cap qui est sur 2 très belles victoires d'affilée après avoir perdu contre Mokaev? Ah, c'est chaud, hein, c'est un peu vide. Hein, malheureusement, Moreno et Royval, ils prennent vraiment les 2 places de challenger par défaut, quoi. Et donc, effectivement, si c'est ni Royval ni Moreno qui ont déjà perdu plusieurs fois contre Pantoja, on est obligé de regarder Kai Kara France et Manel Cap. J'ai un plus gros intérêt pour Manel Cap, j'avoue. J'ai un plus gros intérêt sur Manel Cap grâce à cette dernière victoire qui me donne envie justement avec ses amenés au sol, ses défenses d'amener au sol et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, moi ça m'intéresse énormément. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre sur cette carte?
Qu'est-ce qu'on a eu d'autre sur cette carte qui... Ouais, chez les poids lourds, là, il y a un gros chaos, mais bon, c'était pas... Encore une fois, il y a une partie de mon kiff quand je regarde des combats à pouvoir imaginer un futur contender dans la division. Donc ici, voilà, les poids lourds, ils se l'ont donné. Sam Patterson, c'était pas mal. Sam Patterson, ouais, ça c'est peut-être un profil qui m'a intéressé sur sa victoire, elle était intéressante. Chepe Mariscal contre Ricardo Ramos, c'était assez sympa, sans surprise. Chepe Mariscal, ça peut être aussi une option contre Aider Mill, tiens, Amil serait un chouette petit combat. Et alors Ramazan Temirov contre Charles Johnson, c'était plutôt du bon niveau. Ok, c'est tout pour moi. Dites-moi en commentaire ce qui est sorti du lot selon vous dans cette soirée. Quel était votre scoring pour Gomis contre Aider Amil? Et je vous souhaite un très bon dimanche. On se retrouve cette semaine avec le retour de tout le monde. J'aurai peut-être encore une vidéo à faire en solo parce que les retours, c'est pas le dimanche, c'est en cours de semaine. Bref, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et je vous laisse en fait tout simplement sur une nouvelle affiliation. Je l'avais déjà annoncé, on est affilié maintenant à Nutrimuscle. Donc je vous lance la pub et c'est la fin de la vidéo. Donc à bientôt. Nous sommes fiers d'être ambassadeurs de Nutrimuscle. Nutrimuscle a depuis 1993 une mission claire, rendre la nutrition sportive accessible en respectant les plus hauts critères de qualité. Chaque ingrédient est sélectionné pour préserver leur pureté et chaque produit se limite au minimum d'ingrédients requis. Par exemple, leur whey nature n'a qu'un seul ingrédient, leur créatine n'a qu'un seul ingrédient, leur collagène n'a qu'un seul ingrédient. Et c'est tout. Nutrimuscle a une large gamme de produits qui permet de répondre à chacun de vos objectifs. D'optimiser votre santé en général à maximiser les performances sportives en passant par la prise de masse ou la sèche, tout y est. Rejoins Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis et Fight Minds dans la team Nutrimuscle en profitant d'une réduction de 5% via notre code NMA_FM5. Le lien vers leur site est en description de cette vidéo.